La Bronalise. La Bronalise. Bronalise. Salut les frelots et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Bronalise. Dans le premier épisode, nous avions vu les raisons pour lesquelles le mouvement Brony a pris une telle ampleur ces 6 dernières années. Mais malheureusement, comme certains autres fandoms, celui-ci n'est pas à l'abri de certaines controverses, lancées par certains détracteurs, considérant cette communauté soit comme un phénomène de mode débile, soit comme une nuisance. Je vous propose donc de passer dans le côté obscur et essayer de comprendre pourquoi, à contrario d'engendrer une vaste communauté, My Little Pony peut être source d'incompréhension et de répréhension vis-à-vis de certaines personnes. Pour ce faire, je vais énumérer chacun des arguments que vous serez susceptibles d'entendre de la part de ceux que l'on pourrait appeler les anti-bronies, et voir en quoi certains peuvent être déplacés et inappropriés. On va s'amuser. Argument numéro 1. Débutons par quelque chose de très soft avant d'attaquer la boucherie permanente. Le premier argument que l'on peut entendre de la part de certaines personnes sceptiques est le suivant. Bien le bonjour, Paul. Comment vas-tu, mon grand gaillard? Et tes études en BTS, ça se passe comment? Dis-moi, continues-tu à regarder ces dessins animés? Ne trouves-tu pas que tu as passé l'âge? Croyez-le ou non, beaucoup de personnes ont encore ce jugement réticent. Mais je ne leur en veux pas. Déjà parce que ce n'est pas vraiment des anti-bronies, mais des personnes réfractaires à un certain point de vue sur l'animation en général. Mais aussi parce que ce sont des personnes ayant vécu une époque différente, où le dessin animé en Occident, c'était vu comme un divertissement pour gamins et rien d'autre. Pire encore, pendant le moment, lorsqu'un adulte regardait un dessin animé par plaisir personnel, sans utiliser l'excuse portative du « j'accompagne mes bambins au cinoche » comme passe-partout à toutes les salles de cinéma qui diffusent de l'anime Walt Disney, bah t'étais vite considéré comme un attardé. Cela s'explique par le fait que les précurseurs de l'animation, comme Steamboat Willie ou Blanche-Neige et les 7 nains, préféraient montrer des personnages inhumains ou des animaux anthropomorphes pour une question de fluidité de l'animation, ce qui a éveillé la curiosité des gamins qui adoraient voir des bestiaux amusants issus de contes optimistes ou des souris qui dirigent des bateaux pour leur inspirer du rêve. Les dessins animés qui ont suivi ne sont donc qu'un héritage de ce début de l'animation occidentale. En Asie par contre, les précurseurs ont connu des origines avec un contenu bien plus sombre, avec Osamu Tezuka qui te peint un ouvrage comme Astro Boy, qui te montre un scientifique créer un androïde pour remplacer son gamin mort dans un accident de voiture, ce qui est assez glauque quand même, et Katsuhiro Otomo qui te réalise un Akira qui montre à Tokyo après un bombardement nucléaire, et un mec qui perd littéralement ses boyaux. Du coup, là-bas, on s'est tout de suite dit, les gars, on peut faire du contenu vraiment explicite et adulte avec l'animation, c'est cool. Cette différence culturelle est la raison pour laquelle j'en voudrais toujours à ces chaînes télévisées, qui dans les années 90 ont proposé ce genre de contenu à des jeunes enfants, sans se soucier du fond outrancé et inadapté à un jeune public, alors que les censures insuffisantes opérées sur les 10 ouvrages auraient dû leur mettre la puce à l'oreille. Prends ça dans ta gueule, Dorothée. Il faudra attendre l'avènement des séries d'animation satiriques américaines, comme les Simpsons ou South Park, pour qu'en Occident on se dise que l'animation, les gars, ça peut viser n'importe quel public finalement. Depuis, les animés ont été traduits de manière un peu plus fidèle, à quelques exceptions près, et des réalisateurs comme Picha avec Blanche-Neige la suite, Balak avec les Cassos et même El Diablo et David Nicolas avec les Lascars ont fait du dessin animé dit trash leur domaine de prédilection. Même Xylam s'y est mis. Franchement, vous allez vraiment me faire croire que Monsieur Bébé et les blagues sorties par son personnage de cinquantenaire grabataire visaient un jeune public? Oh, mais excuse-moi de mettre un peu d'ambiance, t'es tellement stressé à l'idée de perdre que l'atmosphère est plus tendue qu'un congrès du PS. Cela a atteint un tel stade que de nos jours, un grand nombre de dessins animés tout public possèdent un sens de double lecture, de manière à ce que le dit ouvrage soit apprécié autant par des enfants que par des adultes, comme justement My Little Pony. D'ailleurs ça on en reparlera dans un prochain épisode. Promis. Argument numéro 2. Bon, le deuxième, je pense qu'on l'a tous entendu au moins une fois, c'est le suivant. If you're a guy and you watch My Little Pony, you're technically shouldn't be allowed to be called a man. Non, Jourdain, avec un prénom et une capillarité de ce style, tu ne peux pas te permettre de la ramener. Oui, parce que ça c'est interdit, hein. Même Camille, durant ses études en CAP coiffure, il a pas le droit de faire ça. Bon, je l'admets, à ce moment précis, je fais plus dans la méchanceté gratuite que dans la critique constructive et argumentée. Mais c'est parce que j'ai toujours trouvé ce raisonnement vide d'intérêt. Déjà parce que cette course à la masculinité permanente est au final très élitiste, mais également parce que cet argument est évoqué par des personnes restant bornées soit par l'image délivrée par les anciennes générations, telle un Maléfice dont Hasbro a du mal à se débarrasser visiblement, soit par la colorimétrie très flashy et édulcorée de la dernière génération. En effet, malgré l'énorme transformation esthétique subie en 2010 par la franchise, de nombreuses personnes délivreront comme bilan que la série reste néanmoins très girly, en raison de l'omniprésence de couleurs vives comme le rose. Oh, au passage, vous voulez une info intéressante? Attention, mindfuck. Le rose n'a jamais été une couleur féminine. À une certaine époque, ce fut même l'extrême opposé, puisque le rose était considéré comme la couleur du sang, avant d'être remplacé par le rouge un peu plus tard à juste titre. Qu'on soit d'accord, je n'incite pas forcément à revenir à des coutumes et des mœurs d'une époque antérieure, car ça pourrait souvent mener à des résultats assez extrêmes. Je suis pour la destruction de la République et la restauration de la monarchie absolue de droit divin. Voilà, ce genre de résultat par exemple. Mais je dis juste que les significations des couleurs peuvent prendre différentes variantes au fil du temps, et qu'il ne faut pas se limiter à une signification par couleur assez réductrice de surcroît.
D'ailleurs, de nos jours, le rose n'a pas comme seul intérêt d'être la couleur représentative de nos chères habitantes de Vénus, mais elle possède également comme signification le bonheur, la tendresse et la jeunesse. Oh merde! Argument numéro 3. My Little Pony est une série juste bon pour des autistes. Nique ta merde. Bon, je suis personnellement très mal placé pour répondre à cet argument par l'objection, mais soit. Admettons que le fandom de cette série soit composé en grande majorité de personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Bien que pour ma part, je n'ai rencontré à l'heure actuelle qu'une personne dans le fandom présentant ces symptômes. Où est le problème? J'ai démontré dans le précédent épisode que My Little Pony peut être un véritable vecteur de leçons de vie sur les relations sociales. Sachant que les personnes atteintes d'autisme ont des problèmes sur le plan de l'intégration en société, cela pourrait être une bonne thérapie. Donc au final, ce raisonnement, en plus d'être partial et arbitraire, me semble assez dangereux, car on reproche à des personnes atteintes de ce qui est considéré dans notre société comme un handicap mental, de trouver la solution à leurs problèmes d'intégration. Ce qui n'est pas plus mal vu que la France est en retard au sujet de l'autisme, mais je veux pas rentrer dans les détails. Argument numéro 4. These guys are trolls. There's no doubt in my mind now. At first I thought it was about the show. People are like that obsessed with the show. But it's not. It's completely not. It's about pissing people off and being a troll. C'est toi qui vois des blagues partout, moi je rigole pas frère. De toute façon je les baisse tous ceux en face là, ils sont comme ça et tout, ils parlent. Eh mon frère, tu crois quoi? Mon cher Adam, navré de te décevoir, mais même si les brownies sont en règle générale doués d'autodérision, leur engouement pour la série animée est totalement sincère. Au fait, c'est pour pousser le troll jusqu'au bout que t'as encaissé 25$ dans un t-shirt brownie, ou bien c'est parce que tu as rejoint le fandom que tu as critiqué 4 mois avant? Argument numéro 5. Je ne vous mentirai pas en disant que celui-là aurait plus sa place dans l'épisode suivant, mais bon, je le mets ici quand même parce que... On ne sait jamais. Certains se déclarent anti-brownie non pas en raison de la qualité de la série, qu'ils jugent passable, voire même correcte, mais éprouvant plutôt du mépris vis-à-vis de la communauté en elle-même, ces derniers ayant eu affaire à des fans de la série vantant sans arrêt les valeurs fraternelles de la série, mais qui paradoxalement insultent les personnes émettant la moindre critique négative envers My Little Pony, aussi constructive soit-elle. À ces personnes, je répondrai, navré que vous ayez eu une mauvaise impression de la communauté à cause d'une poignée d'abrutis congénitaux, mais que celui qui fait partie d'un fandom composé à 100% de personnes irréprochables en termes d'éthique me jette la première pierre. Pas de riposte? Est-ce que cela voudrait dire qu'il existe des connards dans les autres fandoms? Ça alors, quelle trouvaille! Évidemment qu'il y a des admirateurs un peu extrémistes qui nuisent à l'image du fandom brownie, mais comme dans tous les autres fandoms existants. Après, tout n'est qu'une question de degré. Dans tel fandom, combien y a-t-il de fans ouverts d'esprit? Et combien y a-t-il de puristes décérébrés? Dans le cas du fandom brownie, étant donné les valeurs sociales prônées dans l'ensemble de la série et la portion de spectateurs victimes de problèmes sociaux assimilant ces mêmes valeurs sociales une par une, vous aurez compris que la portion de crétins est très minoritaire. Pour ma part, je préfère un fandom comme celui des brownies, composé de jeunes adolescents et adultes ayant assimilé des valeurs sociales et fraternelles pour en faire leur propre philosophie de vie, à l'exception de 2-3 simples d'esprit, plutôt qu'un fandom comme celui des Directioners, composé de jeunes filles en fleurs qui vont jusqu'à justifier et dédiaboliser un flagrant délit de plagiat pour défendre leur groupe favori, qu'ils apprécient plus pour le physique avantageux de leurs membres que pour la qualité musicale, soit dit en passant. Voilà mes réponses aux principaux arguments des détracteurs de la série. Après, je suis bien conscient que certains resteront sceptiques vis-à-vis du phénomène brownie malgré toutes les justifications apportées durant cet épisode. Cependant, chers amis non brownie, même si nous ne pouvons vous forcer à comprendre notre appréciation de la série animée, j'aimerais que votre scepticisme reste au simple stade de l'incompréhension et que cela ne vire pas à l'opposition et au jugement de valeur. Car comme le dirait un certain Jazzy Baz, gars, je ferai carrière s'il y a des rages, je vais leur rappeler la règle, c'est pas parce que tu comprends pas que c'est de la merde, bouffon. En tant qu'ancien sceptique du mouvement brownie, pour me permettre ce terme, je peux comprendre ce qui vous intrigue dans ce phénomène, pourquoi vous le trouvez étrange ou bizarre, mais soyez juste non brownie, pas anti-brownie. Comportez-vous comme Isaac, ce jeune homme qui s'est permis d'avoir le seul jugement extérieur au fandom et doué de bon sens au sein de ce Teens React qui m'a servi d'exemple durant cet épisode. Think about your gender and age group liking the My Little Pony show. It's a little bit weird to me, but I'm not gonna hate on bronies. Do your thing. I'm not gonna judge you. Camarades non brownies de tout poil, que la sagesse émanant du discours optimiste du jeune Isaac vous serve d'exemple pour le comportement adopté à l'égard des membres du fandom durant les années à venir. Car tenir les arguments arriérés évoqués durant cet épisode serait nuire à une communauté témoignant de leur passion pour une série qui ne nuit aucunement à autrui de par son contenu. Honnêtement, je vois difficilement en quoi MLP pourrait représenter un quelconque danger. Nous allons semer chaos et désolation, tout en restant mignonnes. Oh, this you crazy mother...
Voilà, ce deuxième épisode de la Broanalyse est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'en profite pour remercier Angelope et Noska du Combroni pour m'avoir traduit et sous-titré la vidéo Teens React to My Little Pony que j'ai utilisée durant l'épisode. Elle sera disponible sur la chaîne de la communauté très bientôt. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Combroni pour ne louper aucun épisode de la Broanalyse, ou à ma chaîne personnelle pour voir mes autres travaux. Enfin, je tiens à rappeler que cette analyse est un point de vue personnel, basé sur mon expérience du sujet. Dans le cas où vous auriez un point de vue différent du mien, je vous invite à le partager par commentaire pour que nous puissions en discuter, sachant que je réponds à tous les commentaires. Sur ce, à bientôt pour un prochain épisode de la Broanalyse.